Bonsoir, nous sommes le 30 avril 2024, bienvenue sur Mediapart. Comment expliquer que des Françaises et Français musulmans quittent leur pays, la France, dans laquelle ils ont grandi et fait leurs études? On en parle avec deux chercheurs qui ont écrit une enquête sociologique sur le sujet, Julien Talpin et Olivier Estevez, et l'ancienne vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchtou. À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart, c'est parti. C'est une donnée difficilement quantifiable, mais les récits collectés donnent à voir une réalité qui ne peut que nous interroger. Comment en est-on arrivé à ce que des citoyens et citoyennes de notre pays, parce que musulmans et musulmanes, ne s'y sentent plus chez eux? Ils et elles sont français, musulmans, ils ont grandi, étudié en France, et puis à un moment, ils ont quitté leur pays, d'autres y réfléchissent. Comment expliquer ce phénomène à bas bruit? Pour en parler, deux chercheurs qui ont enquêté sur la question. Julien Talpin, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste du racisme. Olivier Estevez, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Lille et spécialiste de l'ethnicité et l'immigration. Et avec Alice Picard, vous publiez au Seuil « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », une enquête sur la diaspora française musulmane. On accueille également Mariam Pouchtou, bonsoir et bienvenue. Vous êtes étudiante en Master 2 de sociologie et vous étiez vice-présidente de l'UNEF. Le grand public vous connaît parce que vous avez milité pour de meilleures conditions d'existence pour les étudiants, mais on ne vous parlait que de votre voile, votre expression dans l'espace public vous a valu des torrents de haine, pas seulement de la part d'anonymes sur les réseaux sociaux, mais aussi de la part de responsables politiques. Aujourd'hui, vous réfléchissez à quitter la France, on va en discuter. D'abord, une question rapide à tous les trois. En un mot, comment vous qualifiez l'atmosphère dans le pays à l'égard des musulmans? Julien Talpin. Étouffante. C'est en tout cas ce qui ressort de notre enquête, c'est que, on y reviendra, mais au-delà des discriminations directes qu'ils ou elles subissent, il y a cette, ce qu'on appelle une islamophobie d'atmosphère qui revient beaucoup dans les entretiens qu'on a pu conduire, qui est liée aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information en continu, au discours aussi des responsables politiques, la multiplication des controverses liées à l'islam et qui touchent les musulmans et les musulmanes, et qui fait que voilà, c'est suffocant. Et d'ailleurs, une expression qui revient beaucoup dans notre enquête, chez les gens qui sont partis à l'étranger, c'est enfin, je respire. Quand bien même leur situation n'est pas parfaite, évidemment, à l'étranger, même si elle s'améliore objectivement, l'atmosphère est un peu différente. Olivier Estevez. Oui, alors il y a une exacerbation, pardon, je vais y arriver, de ce sentiment ces dernières années, donc depuis 2015, mais le livre se lit aussi, à mon avis, comme une sorte d'histoire de France, finalement, du racisme et d'islamophobie ces dernières décennies. Autrement dit, c'est un phénomène transgénérationnel où les enquêtés, les plus âgés qui ont mon âge, à qui on a parlé, ont des souvenirs très précis du premier, de la première controverse autour du voile à Creil, par exemple, et puis pour les plus jeunes, donc des personnes qui pourraient être précisément les enfants de ces personnes qui ont la cinquantaine, et ben c'est des scandales beaucoup plus, des controverses, donc médiatiquement construites, politiquement construites, beaucoup plus récentes. Mariam Pouchtou, l'atmosphère dans le pays, telle que vous la vivez en tant que femme musulmane? Moi je dirais anxiogène. Parce que ça crée aussi une anxiété au quotidien et une hypervigilance de se dire comment je vais construire mon avenir professionnel, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans tel club de sport notamment. Encore hier, j'allais à une compétition d'athlétisme et je me posais la question de, effectivement, je n'ai pas regardé les règlements intérieurs, est-ce que je vais pouvoir concourir? Donc bien évidemment c'était le cas et j'ai pu faire les 10 km, mais c'est-à-dire qu'au quotidien, on se le rappelle, et je pense que c'est aussi pour ça que des personnes décident de partir pour plus avoir cette charge mentale en fait là. Alors, le point de départ de votre enquête, c'est un appel à témoins publié dans le club de Mediapart, soyons totalement transparents. Cet appel circule au sein d'associations et de médias communautaires. Résultat, plus de 1000 personnes ont répondu à l'entièreté d'un questionnaire de 39 questions. Mais ce qui nous intéresse surtout là ce soir dans la discussion, c'est l'approche qualitative. Vous avez mené 139 entretiens au long cours. Pourquoi avoir voulu mener une telle étude ? Pour objectiver un phénomène qui était présent à bas bruit dans nos enquêtes précédentes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'expérience des discriminations, le racisme dans les quartiers populaires, et c'était quelque chose qui revenait souvent, en fait. L'idée, la possibilité, parfois le fantasme du départ à l'étranger. Et on s'est dit, il se passe quelque chose, au fond, qui mérite d'être objectivé, et on a essayé de le faire par les outils des sciences sociales, donc à la fois d'un point de vue quantitatif, même si c'est pas évident, on a une enquête exploratoire, et puis de revenir sur la trajectoire des personnes qui sont parties.
Alors, il y a forcément un biais dans les réponses, en tout cas dans les personnes qui répondent, vu la circulation de l'appel, même si ça a pu être partagé et circuler dans plein d'endroits différents. Mais en gros, quel est le profil de ceux qui vous ont répondu ? Alors pour 54%, sauf erreur, on a des personnes qui ont un niveau de bac plus 5 au moins. Ce sont des personnes qui par ailleurs se définissent par une assez forte religiosité. Alors après on pourrait entrer dans les détails de qu'est-ce qu'on entend par religiosité et tout, mais pour vous la faire très courte, effectivement, ce sont des gens qui comparaient en fait à la portion en fait musulmane de l'enquête TEO, par exemple, trajectoire et origine, se définissent par une religiosité qui dans l'ensemble est plus forte, quoi. Donc la moitié, un peu plus de la moitié, sont des personnes qui ont fait des hautes études, enfin des études après le bac, et qui sont plutôt pratiquantes. Tout à fait. Alors, et le reste ? L'autre élément par rapport à ça, excusez-moi de vous interrompre, c'est que grosso modo 2/3 de ces personnes sont dans une dynamique d'ascension sociale qui a été freinée ou empêchée en France, et donc ce sont quand même souvent des gens qui sont issus de milieux ouvriers immigrés. Ça, c'est un autre élément important à prendre en compte. Alors, vous écrivez qu'il est risqué de se lancer dans ce sujet pour sa carrière. D'ailleurs, vous précisez même dans l'introduction que il n'y a pas à vos côtés de personnes racisées et ou musulmanes, de culture musulmane, ou pratiquantes ou pas, peu importe. Pourquoi vous dites que c'est risqué ? Alors on a conduit cette enquête en plein dans les polémiques sur l'islamo-gauchisme, qui était quand même portée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc Frédérique Vidal, à l'époque, de tout en haut, d'une certaine façon, qui légitimait un peu cette catégorie-là, et donc on comprend bien au fond la pression que ça représente. Et de fait, aujourd'hui, pour des collègues qui sont des collègues racisés, universitaires, ils ont eu à subir des attaques extrêmement violentes qui, pour un certain nombre d'entre eux, on les évoque dans le livre, les ont conduits à quitter la France eux-mêmes ou elles-mêmes. Et donc, on en est là d'une certaine façon. Et à titre plus personnel, je pense que ça fait partie de notre responsabilité, y compris en tant que personnes qui ne sont pas directement concernées et pour qui la charge raciale, au fond, de cette question-là est moins forte, de la prendre à bras-le-corps et de la mettre sur la scène publique. Le titre de votre livre s'inspire d'un slogan d'un président américain conservateur républicain, donc Richard Nixon. L'Amérique, tu l'aimes ou tu la quittes. Vous le détournez, ce slogan. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Et ce mais, il exprime un tiraillement. Pourquoi est-ce qu'il est important ? En fait, le livre, en fait, c'était une intuition finalement que j'avais eue à titre personnel, et on a beaucoup discuté au sein de l'équipe. Et effectivement, il y avait un caractère délibérément provocateur dans l'utilisation de ce titre-là. Alors après, un titre de bouquin, souvent, va résumer un contenu, des fois, va simplifier un contenu, mais il se trouve que pour le coup, ce titre-là correspondait bien finalement au feeling d'ensemble des enquêtés à qui on a parlé. Et donc, de fait, effectivement, on a décidé de le conserver. Mariam Pouchtou, est-ce que vous ressentez aussi ce tiraillement en tant que française et musulmane ? Ouais, je pense qu'on le ressent assez tôt finalement, parce que donc après le lycée, on a les choix universitaires, le baccalauréat, etc. Et donc moi, je me suis toujours dit, j'ai envie de faire des études. Je savais pas exactement dans quoi, et donc ça s'est construit au fur et à mesure. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se censurent, en fait, qui s'auto-censurent en se disant je vais pas aller dans telle filière parce que je sais qu'après professionnellement je vais pas réussir à trouver du travail parce que je suis une confession musulmane, et donc se dirigent vers certaines branches. Moi je voulais pas faire ce choix-là, donc j'ai fait un choix plus ou moins conscient ou pas, mais d'aller en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Et donc c'est dans un lycée, donc on doit retirer son voile à l'entrée comme au lycée plus jeune. Et donc moi j'ai fait ce choix-là en me disant que je prends ce risque-là aujourd'hui, et je mets de côté clairement une partie de mon identité quand je suis dans l'enceinte de l'établissement, pour ensuite faire ce dont j'ai envie de faire. Et donc pour moi ça a fonctionné. Parce qu'après je suis allée à l'université dans la filière que je voulais. Aujourd'hui je suis en socio. Là j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc l'avenir professionnel que j'ai actuellement est plus heureux, on va dire, que d'autres personnes. Mais c'est difficile et c'est douloureux aussi, parce que c'est constamment se remettre en question en disant quelles sont les injonctions qu'on me fait et que la société me fait, versus qu'est-ce que j'ai moi envie de faire au quotidien. Et donc je pense que c'est ce tiraillement-là qui est très fort. D'ailleurs, la question
central, là vous parlez d'études et donc de vie future professionnelle, et ça fait partie des raisons du départ. Les principales raisons, là on voit le tableau s'afficher qu'on reproduit et qui est dans votre livre, sont évidemment le racisme et les discriminations, le fait de ne pas pouvoir vivre sa religion sereinement. Je dirais que c'est assez peu étonnant, tant l'islamophobie a été documentée en tout cas dans nos colonnes. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur la troisième raison, progresser professionnellement, créer une entreprise, car ce qui frappe aussi dans votre livre, c'est que 3/4 des répondants ont connu une ascension sociale, vous l'avez mentionné Olivier Estevez, donc des personnes qui sont diplômées. C'est aussi l'histoire d'un gâchis économique, votre enquête, et de personnes, d'une sorte de fuite des cerveaux. Alors effectivement, et ce d'autant plus qu'on a affaire à des gens qui sont très diplômés, notamment en comparaison du niveau de diplôme des musulmans en moyenne en France, et par ailleurs qui sont issus de certaines filières en particulier. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont issus d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, qui sont assez orientés business et qui ont un ethos très libéral, pour le dire comme ça, ce qui explique aussi une soif de réussite économique en particulier, et qui leur a été pour partie refusée en France, des gens qui ont le sentiment, et on revient sur la question du tiraillement, d'avoir joué le jeu, d'avoir réussi de bonnes études au prix bien souvent des sacrifices de leur famille, de leurs parents, parce que les études coûtent souvent assez cher, et qui, malgré ces titres scolaires, au fond, se retrouvent bloqués à un moment, soit dans l'accession à un boulot au niveau de leur diplôme, ou dans la progression de carrière, ce qui explique aussi que beaucoup des gens qu'on a rencontrés ont entre 25 et 40 ans, en fait, c'est des gens qui sont plutôt en début de carrière, en fait, et qui vont être confrontés au plafond de verre et ne pas réussir, à s'épanouir professionnellement. Et le départ à l'étranger, bien souvent, est heureux aussi parce que professionnellement, ils s'épanouissent. Vous, Mariam Pouchtou, vous finissez vos études peut-être, Master 2, voilà. Donc l'entrée dans la vie professionnelle, c'est bientôt. Comment vous vous projetez comment et où vous vous projetez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Là, mon questionnement personnel, c'est de me dire... Est-ce que je prends un statut d'intermittent du spectacle pour bosser dans différentes boîtes sur différents projets qui m'intéressent, ou trouver un CDI dans une boîte à long terme? Donc ça dépend aussi de qui est-ce que je rencontre et du réseau. Je dirais que c'est des questionnements que tout le monde a. Jeune actif peut se poser. Dans donc le milieu de la production audiovisuelle, je précise pour. C'est ça. Donc voilà. Après là, le stage que j'ai fait par exemple m'a beaucoup montré où est-ce que je pouvais ou pas avoir une place dans ce milieu-là. Et donc en fait c'est très simple. Quand on envoie son CV, et moi j'ai décidé de toujours mettre ma photo, parce que bon, déjà je sais que si on tape mon nom et mon prénom sur internet, on la trouve très facilement, mais aussi parce que je me dis, si jamais la personne me discrimine à l'embauche, ou parce que je ne corresponds pas à ce qu'il faudrait, c'est que je dois pas travailler avec cette personne-là. Et en fait, moi c'est ma ligne de conduite maintenant, mais parce que je suis à Bac+5, donc je sais que j'ai aussi ce privilège-là en fait, et que tout le monde ne l'a pas. Après je sais pas qu'est-ce que ça va me coûter dans les années à venir, et c'est ça qui est difficile aussi à établir. Quand vous dites je sais, j'ai fait ma demande de ça, je sais où je peux travailler et où je peux pas, c'est-à-dire il y a des grosses boîtes où moi éthiquement ou moralement j'irai pas, parce que ça ne correspond pas forcément à mes valeurs ou quoi, j'irai pas chez CNews par exemple, mais par contre on sent aussi quand on rencontre des personnes au fur et à mesure dans des projections de films ou autres, quand la personne se présente et se présente à toi, on sent tout de suite en fait si y a ce feeling-là, si le voile en fait pose un problème. Clairement, c'est la question centrale. Et il y a beaucoup de contacts humains. Et en fait, moi, c'est comme ça que je me rends compte si oui ou non je peux travailler avec ces personnes, quoi. Mais c'est un privilège. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, Mariam, dans le livre, il y a 2-3 personnes qui nous évoquent effectivement cette stratégie qu'elles avaient avant de quitter la France, d'envoyer systématiquement des CV avec des photos. Donc ce sont des femmes qui portent un hijab et qui exactement pour la même raison que vous, ou alors qui disaient, voilà, moi ça me fatiguait potentiellement d'aller à un rendez-vous d'embauche pour in fine... gagner du temps. Voilà. Ouais, clairement gagner du temps. Il y avait aussi un côté un peu concret, utilitariste là-dedans qui est compréhensible. Alors après, ce que vous disiez, s'agissant de vos études, donc en prépa, littéraire et tout, ça fait écho aussi à d'autres moments du livre où on a notamment parlé à des femmes qui ont commencé par faire des études de médecine. D'ailleurs, c'est le début de l'introduction, en fait, avec cette femme qui est sage-femme maintenant, qui habite à Salford, à côté de Manchester, et qui a commencé par faire des études de médecine et qui s'est rendu compte de l'importance du poids, en fait, d'une sorte d'entre-soi blanc bourgeois, et où, en fait, être une femme qui porte un hijab, c'est vraiment être, alors à la fois peut-être une paria sociale, ou vraiment une sorte
d'animal finalement auquel on n'est jamais confronté dans la vie sociale, quoi. Et donc après il y a une bifurcation vers d'autres cursus, notamment celui de sage-femme, où de fait en termes de classe sociale c'est quand même pas exactement pareil que médecine. Et on a aussi parlé à une femme qui a fait donc qui est maintenant sage-femme à Birmingham en Angleterre et qui vient d'une petite ville de Savoie en fait. C'est un entretien très fort et qui raconte à quel point en fait elle a bifurqué à un moment donné vers des études de lettres et de langues, et en fait elle s'est retrouvée à quitter une fac lyonnaise pour aller dans une autre fac lyonnaise où de fait dans les amphis effectivement il y avait d'autres étudiantes qui portaient un hijab et où là en fait elle s'est quand même sentie beaucoup plus à l'aise, quoi. Donc ça dit quand même quelque chose d'un certain séparatisme social qui est lié effectivement à différents cursus, différents types d'études, quoi. Qui se superposent. Mariam Pouchtou, vous étiez vice-présidente de l'UNEF en 2020 lorsque vous êtes auditionnée à l'Assemblée nationale sur les conditions de vie précaires des étudiants lors du Covid. Vous vous y présentez comme vous êtes, donc avec un voile, ce qui est tout à fait légal, je le précise, mais des députés censés écrire la loi et donc la respecter quittent la salle de la commission à cause de ça. La séquence, on la diffuse pas, mais elle est particulièrement choquante. Avec le recul des années, est-ce que ça a eu un impact sur votre vie militante et votre expression dans l'espace public ? Donc moi j'avais 19 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 25, donc de l'eau a coulé sous les ponts. De manière militante, ça n'a pas changé grand-chose puisque j'ai continué à être vice-présidente, j'ai pas été mise de côté ou autre, donc de ce point de vue-là, non. Après, j'étais beaucoup plus attentive sur mon utilisation des réseaux sociaux notamment parce que au moindre tweet, je me prenais une vague de haine injustifiée. Donc c'est-à-dire qu'on fait très attention parce qu'on sait qu'en fait moi parce que j'étais engagée syndicalement, j'ai eu une visibilité à un moment et donc ça a créé une image dans l'espace public, mais en fait c'est juste c'est pas contre moi individuellement que les personnes en ont en fait, c'est juste ce que je représente et donc la place que je prends et qui ne veut pas m'être laissée, concrètement c'est ça. Donc il y a le livre de Rokhaya Diallo notamment Ne reste pas ta place que j'avais lu en fait à l'époque et qui m'a fait beaucoup de bien aussi de me dire que potentiellement en fait j'ai des choses à apporter et il faut juste que je puisse être au bon endroit. Donc je pense que ça a redéfini ma manière de militer. Ça a aussi beaucoup impacté, je pense, plus mes proches, plus que moi finalement. Et in fine, j'ai fait un burn-out militant en fait à la fin de mon engagement. Lié à ça ? Oui, lié à ça indirectement, parce qu'en fait c'est un cumul de plein de choses et au bout d'un moment on sature, donc oui j'ai dû prendre une pause, revenir et après finir mon engagement on va dire de la meilleure des façons. Mais c'est difficile parce que quand on s'engage pour améliorer, ou en tout cas avoir la volonté d'améliorer la condition de vie et d'études des étudiants et être confronté à une vague de polémique parce qu'on porte un voile, ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment le fait de se dire que les priorités de certains ne sont pas celles des autres. Et c'est toujours ça que j'essaie de remettre aussi au cœur du sujet, quoi. On a interrogé une jeune femme qui réfléchit à quitter la France, que vous pourrez voir dans un reportage donc, de Mediapart. Elle nous a dit « Je ne vais pas travailler pour un pays qui me déteste ». Est-ce que vous avez l'impression parfois que votre pays vous déteste ? Pas le pays en soi, mais la manière dont les lois sont faites, la manière dont les politiques prennent position, l'espace médiatique aussi qui est saturé d'idéologies d'extrême droite et extrêmement violentes, ne veut pas, clairement, de musulmanes français à certains endroits, en fait, de positions sociales plus importantes. Et donc je comprends aussi que ce livre existe parce que plein de personnes se posent la question, même dans mon entourage, se disent est-ce que je pars ou pas. Aujourd'hui, moi je pense que mon militantisme fait que je me dis que si tout le monde part, qui reste pour les personnes qui ne peuvent pas partir. Et ça pour moi c'est très important, donc pour l'instant c'est pas une option. Par contre j'essaie de me nourrir de personnes qui vivent ailleurs justement et qui n'ont pas le prisme français qu'on a aujourd'hui, et parfois on est dans un espace qui, que je disais, anxiogène en fait, qui nous déprime un peu, donc avoir un peu d'espoir c'est pas mal aussi. Et on va en entendre une tout à l'heure de jeune femme qui a quitté la France. Quand vous lancez votre enquête, on est en 2021, on est en plein débat sur la loi contre le séparatisme, dont Mediapart a d'ailleurs documenté qu'elle visait surtout les musulmans et les musulmanes. Est-ce que dans les interlocuteurs que vous avez eus, ça a constitué aussi un point de bascule pour partir et est-ce qu'il y en a eu d'autres, de moments de bascule dans les 5-10 dernières années ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que les trajectoires de départ, en fait, sont beaucoup liées, en fait, au contexte politique qui sous-tend un peu tout cela, et l'atmosphère dont on parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, les grands moments de cristallisation islamophobe, pour le dire comme ça, après les attentats, 2001, évidemment, et 2015, plus récemment, sont revenus très fréquemment. Il y a la loi de 2004, on a beaucoup aussi parlé et stigmatisé les musulmans et les musulmanes. La loi séparatisme a été évoquée, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de tout ça, y compris la dissolution de certaines associations, comme le CCIF, par exemple, est mentionné au fond par certains enquêtés, tout à fait minoritaires, mais l'ont mentionné au fond, avec l'idée selon laquelle non seulement nos droits ne sont pas respectés, on est discriminé en tant que musulman ou musulmane, mais on ne peut même plus défendre nos droits et voilà, au fond, lutter contre les discriminations comme le faisait simplement le CCIF. Et donc oui, ce contexte-là joue un rôle important. Alors, pardon, je vous donne la parole, mais ce sera pour la prochaine question. Votre livre est sorti il y a quelques jours, donc vous l'avez bouclé avant les événements du 7 octobre, donc l'attaque du Hamas contre Israël et la guerre à Gaza menée par Israël qui est toujours en cours. Est-ce que vous, Mariam Pouchtou, ce 7 octobre et ce qui a suivi constitue aussi, vous avez un point de bascule, ou est-ce que vous avez constaté un regain, une accélération, une intensification des micro-agressions, de l'islamophobie contre vous et dans votre entourage ? Alors, je pense que je vais revenir à 2015, les attentats de 2015, qui pour moi étaient un point de bascule, en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'effectivement, un événement tragique avait un impact sur le quotidien de milliers de personnes. Parce que quand tu marches dans la rue et qu'on est quelques semaines après les attentats et qu'une femme te crache dessus dans la rue, clairement... Ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé. Et donc, clairement, je sais que c'est parce qu'elle m'identifie comme musulmane, parce que je porte un voile, et qu'elle m'associe à la tragédie qu'il y a eu. Et donc, je me suis pris cette agression-là. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, effectivement, là, par exemple, les étudiants qui se mobilisent, la répression hyper forte, les personnes qui finissent en garde à vue, pour Gaza, exactement, en soutien au peuple palestinien, se retrouvent en garde à vue. Et je suis sûre que si on fait une enquête sur quel est le pourcentage de personnes racisées, de personnes minorisées dans ces gardes à vue, bah, ce sera clairement des personnes soit musulmanes, soit racisées, etc. Et ce serait intéressant de le vérifier. Ça serait intéressant de le vérifier parce que, honnêtement, je pense que parce que la prise de position politique sur ce sujet, qui est effectivement très brûlant et parfois difficile pour certains et très clair pour d'autres, amène forcément des débats aujourd'hui dans le débat public. Par contre, quand des étudiants disent cessez le feu à Gaza, soutien au peuple palestinien, aux enfants qui se font bombarder et autres, qu'on ait une répression aussi forte et que derrière c'est un impact au quotidien sur des milliers de personnes qui effectivement on te regarde mal dans la rue, potentiellement si je vais chercher un appartement maintenant, je pense que c'est pas le bon moment, honnêtement. Et donc je parlais d'autocensure tout à l'heure, c'est autocensure à tous les échelons en fait. Rapidement, avant qu'on passe à la diaspora épanouie. Oui, en fait, je me souviens également que s'agissant de cette personne qui est donc sage-femme maintenant à Birmingham, elle nous a dit, donc elle est issue d'une petite ville de Savoie, elle a fait du shopping à Annecy, en fait, qui est décrite comme une ville très, très blanche, très bourgeoise, et donc elle a été agressée du même type, de la même façon que ce que vous avez décrit, et après elle est restée 2 semaines chez elle sans jamais quitter l'appartement, et après elle a décidé de partir pour l'Angleterre. Enfin, on a quelques exemples comme ça. Je voulais juste revenir sur ce que disait Julien, s'agissant très rapidement des points de bascule. Encore une fois, c'est un truc qui est assez transgénérationnel parce qu'il nous a été dit, notamment chez des personnes qui maintenant ont 40, 42 ans, 43 ans, qu'un point de bascule, un vrai point de bascule avait été la blague de Hortefeux, en fait. La blague de Hortefeux, lorsqu'il était ministre de Sarkozy, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça ne va pas. Et donc certaines personnes nous ont dit, voilà, des personnes qui maintenant sont ingénieurs informatiques, travaillent dans la Silicon Valley, travaillent à New York ou à Bruxelles, nous ont dit, voilà, mais quand Hortefeux a dit ça, moi, je l'ai pris comme un affront personnel, quoi. Et donc, j'ai décidé de quitter la France à ce moment-là. Alors, ça, c'est pour la France. Donc, autant pour certains musulmans vivre en France et en exerçant sa foi et en la montrant parfois à travers un voile ou autre, ce n'est plus possible. Autant une fois à l'étranger, l'horizon s'éclaircit. Et c'est le passage, je trouve, le plus frappant de votre livre, l'épanouissement que suscite cet exil. Célia Mebrouki a pu s'entretenir avec Perrine Ben Osman, qui a d'ailleurs répondu à votre enquête. Elle a 36 ans, elle est cadre dans la finance et elle vit à Chicago, aux États-Unis, depuis près de 15 ans avec son mari, et son expérience est catégorique. On allie le professionnel au familial et à
l'ambiance générale, oui, il n'y a pas photo, honnêtement. Mon foulard n'a jamais été mentionné, en aucun cas. J'ai travaillé dans des startups, j'ai travaillé dans une université. C'était au début de Ramadan et mon chef vient me voir et me dit est-ce que tu as besoin qu'on adapte tes horaires comme c'est Ramadan? Est-ce que tu veux que... Est-ce qu'il faut qu'on accommode quelque chose? Juste le fait que mon chef vienne me voir pour me proposer ça, j'étais juste... j'étais sans voix parce que on n'a tellement pas l'habitude, en fait. On a juste tellement pas l'habitude. Et qu'en France, on est plus à essayer plutôt de cacher ce qu'on essaie de faire, ou, voilà, si on jeûne, si on prie ici. Et c'était complètement différent ici, quoi. Ça résonne en vous, ce qu'elle raconte, Perrine Benozman? Ouais. Parce que le Ramadan a été terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc moi j'ai eu la chance d'être dans une boîte où justement on m'a posé la question de est-ce que tu veux être un peu plus souvent en télétravail ou autre. Et ça a absolument rien changé dans mon quotidien, mais juste le fait de poser la question, effectivement, je me reconnais, j'avais pas entendu j'ai pas encore lu le livre, mais je vais le lire. Et ça résonne énormément, effectivement. Où je me dis, effectivement, en fait, ça devrait être une normalité, quoi, et pas une exception. Sauf qu'avant d'en arriver là, elle est passée par tout un tas d'étapes. L'avant-départ, pour cette jeune femme, n'a pas été simple. Oui, en fait, elle avait une formation, sauf erreur, d'assistante sociale. Elle n'a jamais trouvé de stage compte tenu effectivement de son hijab. C'est une convertie, hein, donc, et elle a décidé avec son mari donc de partir aux États-Unis et donc de fait de se reconvertir complètement, puisque vous avez vous-même mentionné son emploi actuel, mais c'est une reconversion qui de fait est beaucoup plus subie que choisie, quoi. Juste pour faire écho un peu à ce que dit Perrine dans l'entretien, nous, ce qu'on a bien vu dans l'enquête, c'est un truc qui revenait vraiment systématiquement. C'est la banalité en fait de la pratique de la religion sur le lieu de travail. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, la possibilité de prier sur le lieu de travail, avec des salles de prière, voilà quoi. C'est un truc qui est aussi banal que d'aller prendre un café. Et donc on nous a rapporté des conversations en Angleterre, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, où en fait grosso modo, des collègues de travail se disent, un collègue dit à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu viens boire un café? Et puis la personne dit, ah bah non, je vais aller prier, mais après je vais peut-être aller boire un café. Et en fait, c'est les personnes à qui on a parlé au départ ont halluciné en fait, et pas mal de ces personnes nous ont dit mais nous on n'aurait jamais demandé autant, quoi, en fait. Et ils ont dû apprendre à désapprendre la France, c'est-à-dire apprendre à exprimer leur identité musulmane dans l'espace professionnel, quoi, en fait. Oui, grosso modo, tout ce qui est un problème en France trouve une solution à l'étranger, voire n'est même pas un sujet. Le droit à l'indifférence que réclament certaines des personnes que vous avez interrogées devient possible. Alors il y a toutes ces formes de sociabilité quotidienne effectivement qui fait qu'on respire et qu'il y a beaucoup moins cette hyper-vigilance qu'évoquait Mariam tout à l'heure et qui fait qu'on est plus tranquille d'une certaine façon. Et puis il y a aussi quand même une transformation des conditions matérielles d'existence. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens en fait ont un métier à la hauteur de leurs compétences et nous disent en fait du coup j'ai une aisance matérielle à laquelle j'aspirais, qui sont issus de milieux populaires pour une bonne partie d'entre eux. Et donc ça joue dans leur satisfaction. Autre élément qui est quand même important, c'est le rapport aux enfants. C'est-à-dire que beaucoup nous disent, en fait, et beaucoup sont des parents, je veux protéger mes enfants de l'atmosphère oppressante en France, je ne veux pas que mes enfants subissent ce que j'ai moi-même subi, ma trajectoire d'ascension sociale devrait précisément les prémunir de cela, et donc je pars aussi pour ça. Et dernier mot peut-être, c'est que on pourrait avoir le sentiment qu'il y a une sorte de spécificité des pays anglophones de ce point de vue-là. Perrine est aux États-Unis, et en fait, cette tolérance religieuse ou cette banalité du religieux, on la retrouve également dans tout un ensemble de pays, y compris limitrophes, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, où sont partis nos enquêtés. Il y a un phénomène transnational, ce qui derrière nous conduit à conclure au fond de l'exceptionnalité française en termes d'intolérance religieuse. Voire hexagonale, parce que vous expliquez que certaines personnes, j'ai pas le nom là en tête, mais partent en Outre-mer, et vous citez notamment le cas d'une personne qui part à La Réunion et qui, parce que diversité culturelle assez grande, vit très bien là-bas, ça
religiosité? Oui, alors en fait, je pense que dans son cas, alors on mentionne son entretien en conclusion, dans son cas, effectivement, c'est davantage des opportunités professionnelles et puis une sorte de quête d'ailleurs, finalement. Et elle s'est rendue compte de la banalité de l'islam à La Réunion. Où, cette expression française qui est mettre l'église au centre du village, elle n'a pas beaucoup de sens en fait à La Réunion, parce que c'est presque mettre l'église et la mosquée au centre du village dans une île qui de fait appartient à la France. Donc c'est davantage un problème effectivement hexagonal que français. On aurait pu parler également de la Nouvelle-Calédonie, et ça aurait valu le coup d'investiguer davantage la Nouvelle-Calédonie, mais de fait le cas néo-calédonien est assez analogue de celui de La Réunion. Alors, pour autant, l'exil reste une solution par défaut. Vous l'écrivez, le rapport à la France est ambivalent. Le départ s'est fait à cause d'une situation de souffrance. Quelle relation cette diaspora entretient avec la France? Et est-ce que certains regrettent leur choix? Est-ce que c'est un aller sans retour? Pour la très grande majorité des gens, les gens ne souhaitent pas revenir. D'un côté, parce qu'ils ont le sentiment quand même que la situation ne s'améliore pas pour les musulmans et les musulmanes en France. Il y a quand même la perspective potentiellement de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite également. Et puis, par ailleurs, ils sont satisfaits de leur expérience à l'étranger. Alors, quel rapport à la France? Je crois que le titre, en fond, résume bien cela. C'est un rapport ambivalent. C'est-à-dire que, en même temps, on ne s'est jamais senti aussi français que depuis qu'on est à l'étranger, parce qu'on est enfin perçu comme tel, alors qu'on était en permanence renvoyé à une extériorité quand on était en France. Là, on est perçu comme tel parce qu'on a un accent, par exemple, parce qu'on a un nom de famille, etc. Et donc, on est perçu comme français. Puis, on se rend compte également que, de fait, on est habité par une tradition, une culture française qui est là. Et donc, les gens se sentent français. Et en même temps, il y a un sentiment d'immense gâchis, d'une certaine façon. Les gens auraient aimé pouvoir s'épanouir professionnellement, personnellement en France. Et ça n'a pas été possible. Ils n'envisagent pas de revenir. Et puis, malgré tout, ils continuent à avoir des liens affectifs, pratiques avec la France, à rentrer pendant les vacances. Souvent, les expériences des vacances sont compliquées, en fait. Souvent, de claques dans la figure, c'est ce qu'on nous dit. C'est, je comprends pourquoi je suis parti. D'une certaine façon, je reviens 2 semaines pendant l'été, et puis on me crache dessus, on me prend pour une voleuse dans un magasin. Les regards, les remarques, etc. La violence ordinaire de l'islamophobie dont on a voulu rendre compte d'une certaine façon dans ce livre revient en pleine figure et constitue un rappel qui fait que, au fond, on n'est pas si mal à l'étranger. Et est-ce que ça se superpose aussi pour certaines personnes de cette diaspora issue elle-même de l'immigration, notamment des pays du Maghreb, le passé colonial de la France, leur pays d'origine, mais qui est aussi le pays colonisateur de leur ascendance? Alors il y a une forte dimension postcoloniale dans cet ouvrage, effectivement. Alors on n'a sans doute pas le temps d'entrer dans quantité de détails, mais effectivement il y a une forte dimension postcoloniale qui est liée à l'origine maghrébine et notamment algérienne, pas mal d'enquêter. Je préciserai quand même par rapport à ce que venait de dire Julien, alors effectivement il a complètement raison, mais néanmoins il y a quand même quelques exceptions, et ces exceptions elles sont intéressantes parce qu'elles éclairent en creux la majorité des situations. Je pense par exemple à quelqu'un comme Assia, qui est prof de français à Winnipeg, qui est issu d'un quartier populaire de Montbéliard, et qui, elle, a envie de revenir en France. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne porte pas de hijab, et lorsqu'elle est en France, elle est toujours prise pour une Française, parce qu'elle est très blanche de peau, et donc elle passe pour Française. Et à contrario, donc dans le même pays, au Canada, on a une amie d'ailleurs de Assia, dont le nom m'échappe, vous me le pardonnerez, qui, donc elle, porte un hijab, et qui, elle, fait maghrébine, enfin son visage fait maghrébin, et elle n'a pas du tout envie de revenir en France, en fait. Alors qu'au départ, ce sont 2 amies. Mais il y en a une qui porte un voile, l'autre qui en porte pas. Il y en a une qui passe pour française et l'autre qui ne passe pas pour française. Donc là, ces 2 faits-là, si vous voulez, vont conditionner leur volonté ou pas de revenir en France. Ça veut dire qu'on en revient quand même toujours à la même question, à savoir ne pas trop avoir l'air musulmane. En tout cas, ne pas montrer qu'on est musulman. La visibilité du fait religieux, c'est le problème, d'une certaine façon. En fait. Et on en revient, et de fait, notre livre suscite des réactions par rapport à ça, à la question de la laïcité, d'une certaine façon, et on a de plus en plus l'essor d'une conception extra-juridique de la laïcité qui inviterait à séculariser, au fond, l'espace public et à invisibiliser le religieux. Parfois, y compris à rebours de l'état du droit existant. Ceci étant, vous, dans votre livre, vous racontez des parcours d'hommes dont je ne crois pas qu'ils portent un signe religieux particulier et qui expérimentent de la même manière en raison de leur nom et donc de leur appartenance réelle ou supposée et de leur religiosité réelle ou supposée à l'islam, eux aussi des discriminations dans le cadre du travail et des plafonds de verre souvent, ce qui se passe en entretien, c'est que les personnes commencent par nous dire,
chez les personnes qui ne sont pas vraiment religieuses, en début d'entretien, les personnes nous disent, vous savez, moi je suis pas vraiment musulman, ou vous savez, moi je suis pas vraiment musulmane, je suis pas vraiment musulman, mais je m'appelle Mohamed, mais sur mon CV, voilà. Et donc effectivement, là, de fait, c'est davantage du racisme anti-arabe. Mais force est de constater que ça leur revient à la figure. Tout à fait. En fait. Qu'ils le veuillent ou non, ils le sont. Tout à fait. Au-delà de l'aspect économique dont on a parlé, de ces personnes diplômées qui du coup ont étudié en France, ont coûté aux contribuables et qu'il n'y a pas ce retour sur investissement puisqu'ils sont contraints de s'en aller, qu'ils ne trouvent pas un épanouissement professionnel en France. Ce qui vous inquiète, vous écrivez en conclusion, c'est une question de justice démocratique. Et la dernière phrase de votre livre, les personnes que nous avons rencontrées ont pour leur part préféré partir, se sauver elles-mêmes quand il ne leur semblait plus possible de changer la France. C'est extrêmement pessimiste. Le livre est pessimiste. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Bon, moi, par ailleurs, dans les enquêtes que je mène dans les quartiers populaires français, donc chez des gens qui habitent en France, il y a ce sentiment de résignation, qui est quand même très puissant, le sentiment que, au regard de la répression, de l'action collective, des formes d'organisation antiracistes, par exemple, mais sous toutes leurs formes, c'est très difficile, au fond, d'avoir des perspectives de changement positif, notamment pour les musulmans et les musulmanes. Et donc, c'est effectivement, dans les entretiens, ça revient. Les gens qu'on a rencontrés ne sont pas forcément très militants. Il y a un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, qui avaient voté pour Emmanuel Macron en 2017. C'est des profils assez libéraux, finance, business, etc. Et donc, libéraux dans tous les sens du terme. Et en même temps, voilà, il y a ce tiraillement également de ce point de vue-là, de laisser sa famille, sa communauté, ses proches derrière, en fait. C'est-à-dire que de se dire, voilà, on est obligé de partir parce qu'on pense à nos enfants. Voilà, mais c'est effectivement, ce livre est pessimiste, mais la situation sociale française aujourd'hui, elle y invite. Et à l'inverse, vous restez par militantisme ou pour ceux qui ne peuvent pas partir. Comment vous abordez la perspective de l'élection présidentielle de 2027 ? On a eu déjà 2 précédentes présidentielles avec l'extrême droite en la personne de Marine Le Pen au second tour. La banalisation des idées de l'extrême droite dans l'espace public, dans les médias, ne fait que s'accélérer. Alors, c'est pas une fatalité, mais c'est en tout cas bien là. Comment vous l'abordez ? Pour moi, il y a 2 éléments fondamentaux pour faire en sorte que justement il n'y ait pas l'extrême droite qui passe en 2027. C'est à la fois la lutte collective. Enfin, moi, je considère qu'effectivement, quand les droits de certains sont remis en question, on sait qu'après, c'est les libertés de tous et toutes qui sont attaquées. Donc voilà, le côté collectif de la chose me dit que j'espère qu'il va y avoir un front uni pour lutter contre ça. Et par ailleurs, j'ai 25 ans, donc forcément la place des jeunes dans l'échiquier politique lors des élections, c'est toujours un sujet à chaque fois. Et donc pour moi, c'est un élément crucial où les partis politiques ont cette responsabilité-là de parler aux jeunes qui actuellement ne votent pas assez, et c'est pas une partie de la population à laisser de côté parce que c'est les générations à venir aussi, et donc c'est un élément important et c'est pour ça que je garde espoir aussi de ce point de vue-là. Vous parlez de front uni, quelle est la responsabilité de la gauche dans cette incapacité à incarner une alternative, y compris et notamment, et là on parle de ça, pour les Français musulmans ? Tout simplement parce que parfois il y a des clivages forts, même à gauche, et qui sont difficilement conciliables, et ça je pense qu'il faut aussi le rappeler. Mais après il y a aussi des postures, tout simplement, qui sont à mon sens plus assez en fait, qui n'ont plus lieu d'être, dans la mesure où on a un climat qui est anxiogène, inquiétant, on peut mettre tous les termes qu'on veut, et justement il y a cette responsabilité politique de dire si ces personnes veulent gouverner ce pays, ils doivent faire des concessions. Qu'est-ce que vous voulez dire par posture ? Posture juste parce que on est de tel parti, donc du coup on campe sur une position, on veut pas faire de consensus avec la personne d'à côté, alors que honnêtement, on fait tous des consensus, et c'est la vie de millions de personnes en fait qui est en jeu. Donc je pense qu'il y a aussi cette responsabilité-là de dire que si ces personnes veulent gouverner demain, elles ont cette responsabilité de faire des concessions avant. Sur la responsabilité de la gauche, en fait, revient beaucoup dans le livre et dans les entretiens qu'on a pu recueillir. Effectivement, le rôle de François Hollande et la polémique autour de la déchéance de nationalité qui a été marquée comme un symbole, un marqueur symbolique au fond de l'exclusion hors de la communauté des citoyens, d'une certaine façon, des personnes, notamment de confession musulmane.
Manuel Valls également. Après, les choses bougent quand même. On a quand même un candidat à gauche aux dernières élections présidentielles qui emploie le mot islamophobie, ce qui est quand même relativement nouveau. Donc il y a quand même des choses qui bougent, mais le rapport à la gauche des personnes qu'on a rencontrées est quand même très compliqué. Le candidat qui avait prononcé ce mot, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, et d'ailleurs, les personnes de confession musulmane ont assez majoritairement voté pour lui aux dernières élections présidentielles, y compris d'ailleurs parmi nos enquêtés, des gens qui n'ont pas vraiment un profil de mélenchonistes, qui sont passés de Macron en 2017 à Mélenchon en 2022, précisément de par ces prises de position-là. Un dernier mot. Ces personnes-là pointent le problème qu'il y a en France dans le fait qu'elles ont souvent un positionnement vraiment néolibéral en matière d'économie, mais disent voilà, on a voté Mélenchon ou on a fait voter nos parents Mélenchon précisément parce que c'est le seul qui tape pas sur les musulmans, quoi. Mais oui. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Julien Talpa, Olivier Estévez, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, c'est au seuil. Alice Picard. Alice Picard également. Et Alice Picard, pardon. Alice Picard est votre co-autrice. Mariam Pouchtou, merci à vous d'être venue sur ce plateau. Bonne continuation dans la fin de vos études. Merci à l'équipe qui a rendu cette émission possible. Et merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre. Elle n'est possible que grâce à nos abonnés. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci, bonne soirée. Salut, à bientôt sur Mediapart.